on aura des précédentes images qui vont apparaître dans le document. Et cela est aussi lié à un autre, bon, on va pas dire défaut, mais c'est une limite, c'est que généralement, le chargement des images prend un peu plus de temps parce que c'est plus de données à traiter par rapport à une donnée textuelle. C'est donc la raison pour laquelle nous avons donc décidé de procéder différemment en transformant l'image en texte de sorte à ce que les traitements puissent être le plus fluide possible et qu'à la fin, on puisse avoir un rendu, le rendu, le meilleur rendu possible. Donc, vous savez, des plateformes, même WhatsApp par exemple, a souvent l'habitude de compresser les images. Mais avec cette transformation sous forme de texte, entre parenthèses, de conversion en base 64, on a la possibilité de conserver l'image telle qu'elle a été transmise dès le début. Ensuite, nous allons paramétrer notre workflow Power Automate. Donc, pardon, le déclenchement du workflow, c'est au choix en fonction du cahier des charges. Dans notre cas, nous allons utiliser un déclenchement automatique lorsqu'un élément est créé sur SharePoint. Et ensuite, nous allons récupérer l'image en flux, c'est-à-dire nous allons récupérer la valeur en base 64 de notre image et enfin, nous allons le retransformer en image pour pouvoir le charger dans notre document. En parallèle à cela, nous allons créer un document. Quand je parle de créer un document, c'est en fait la création d'un template de document. Donc, c'est en réalité un template de document qui va contenir des métadonnées associées à nos différentes données et nos différentes données et variables que nous retrouvons dans notre workflow. Nous allons donc recharger de façon dynamique ces données-là dans le template, que ce soit des données de type texte, de type entier, numéro, ou bien ou bien des images. Et enfin, nous allons faire un enregistrement, une création de notre fichier à l'intérieur de notre stockage que nous avons choisi. Éventuellement, faire un partage par email. Et je pense que là, on aura conclu notre cas d'usage. Donc, on va aller directement dans notre application pour donc, pour mettre tout le monde au même niveau. Je vais rapidement expliquer un peu la structure de notre application. Donc, en réalité, on l'a fait sous format mobile. On peut aussi faire ça sous format desktop. Et actuellement, c'est composé de deux écrans. Le premier écran, c'est un peu comme un écran menu d'éléments, c'est-à-dire on aura tous les différents éléments qui sont créés. Comme vous pouvez le voir là, on a déjà deux éléments qui sont créés. Et puis, on a un deuxième écran qui est l'écran qui va contenir le formulaire à renseigner. Et donc, dans ce formulaire-ci, qui sera question de saisir des informations en rapport avec le cahier de charges que nous avons reçu, charger des images, éventuellement des signatures grâce à des contrôles pay input. Et bon, nous n'allons pas forcément nous attarder longuement dessus et nous allons directement passer sur la première étape, la première étape importante qui est la conversion en base 64 de notre image. Donc, je suis déjà sur l'écran où se situe mon image. Actuellement, mon formulaire, il est en mode vue. Donc, j'ai ajouté ce bouton, le bouton éditer, et j'ai passé la petite fonction Edit Form pour que lorsqu'on clique dessus, le formulaire entier passe en mode vue. Et là, je vais donc cliquer dessus, sur ce bouton éditer, et voilà. Maintenant que notre formulaire est en mode vue, on a la possibilité d'entrer des éléments dans notre champ et donc de modifier la photo. Donc, lorsqu'on arrive ici, l'élément qui est sélectionné là, notamment l'élément Add Picture, c'est l'élément sur lequel on clique pour lancer le chargement d'une photo comme ceci. En cliquant dessus, j'ai la possibilité de sélectionner une photo et donc de l'ajouter. Donc, lorsque je sélectionne ce contrôle Add Picture
de mon arborescence, je vais chercher la propriété onSelect. Et c'est dans cette propriété onSelect là que nous allons écrire la fonction qui va permettre de faire en sorte que nous puissions stocker la version base64 de notre image. Donc, je vais pour ça initialiser une variable. Initialisation du variable, ça peut se faire avec la méthode set ou bien la méthode updateContext. Bon, j'ai plus l'habitude d'utiliser la méthode set parce que ça permet de créer des variables qui sont accessibles dans plusieurs écrans. C'est un peu pratique lorsqu'on a une application lorsqu'on a une variable qui a besoin d'être partagée dans plusieurs écrans. Donc, je vais appeler cette image ici image img.json. J'appelle ça img.json. Et à cette variable img.json, je vais appliquer le résultat de la fonction JSON qui va donc me permettre d'accéder à la valeur, à la méthode JSON qui me permet de créer en fait, de formater en fait mon image en base64. Donc, le premier paramètre qui est passé ici, ce sera l'image en elle-même qui est chargée. Donc, l'image qui sera chargée ici, c'est l'image qu'on charge dans le contrôle Add Picture. Donc, je vais appeler ici mon contrôle Add Picture. Et ensuite, je vais indexer la propriété média, qui est l'image en elle-même. Puis, je vais demander à JSON de le formater. Je vais le formater en incluant les données binaires. Donc, JSON format .include binary data. OK. Donc, ce qui fait en sorte que c'est ça qui fait en sorte que notre fonction, j'ai oublié une parenthèse. OK. Donc, en faisant ça, on va faire un petit test. Si je clique ici sur la variable, on voit ici image JSON égale vierge. Donc, notre variable actuellement ne contient rien. Et là, je vais maintenir la touche Alt et puis je vais cliquer sur le bouton Add Picture. Je vais charger une image. Et lorsque ce chargement d'image est fait et que je viens encore cliquer là, on voit ici on a après ce Blood Manager et ceci correspond en réalité au stockage dans la mémoire RAM de notre image. Donc, je parviens déjà à voir ceci. Pardon. OK. Donc, l'étape suivante, c'est quoi? L'étape suivante, c'est tout simplement de pouvoir enregistrer le résultat, le contenu de cette variable-ci. Donc, pour enregistrer le résultat de cette variable, j'ai créé donc une colonne ici. C'est cette colonne-ci, JSON Image Organisateur. Cette colonne-ci, c'est une colonne qui est très importante et pour la créer, on ne peut pas la créer n'importe comment. Il y a un détail très spécifique à ça. Donc, je vais recréer une nouvelle colonne pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on crée une colonne pour stocker du contenu base64. En gros, je vais sélectionner le nom, je vais taper le nom de la colonne et l'élément important, c'est au niveau du type et il est nécessaire de sélectionner ici plusieurs lignes de texte. Pourquoi est-ce que cela est nécessaire? Les colonnes de type ligne simple ne peuvent accepter que 255 caractères au maximum. Et généralement, le format en bas 64 d'une image peut contenir plusieurs centaines, voire même des milliers de caractères. Donc, il faut qu'on extende la capacité de stockage de cette colonne en sélectionnant là plusieurs lignes de texte. Donc, une fois que c'est fait, c'est de cette façon-là qu'est créé notre JSON image organisateur. OK. Donc, cette colonne-là est créée. Prochaine étape, c'est appeler cette colonne ici. Je vérifie d'abord si elle n'est pas déjà dans mon arborescence. Si elle y est déjà, voici son data card qui contient cette image. Elle est invisible, donc je vais la rendre visible pour le moment et ça la fait apparaître tout en bas ici. Donc,
Pour stocker donc le contenu de ma variable que j'ai initialisé ici, image img.json, ce que je fais, c'est que je vais venir ici au niveau de la propriété update. La propriété update, c'est la propriété qui permet en fait comme ça le dit, de mettre à jour la valeur d'une colonne au niveau de notre source de données, au niveau du SharePoint. Donc, c'est au niveau donc, de cette propriété update que je vais passer mon img.json. Donc, je vais passer ici mon img.json et à partir de là, j'aurai donc la possibilité de stocker mon image. Je vais donc rendre de ce fait encore ce data card invisible parce qu'il ne nous sert à rien. Cela permet en réalité de stocker de façon permanente une précédente valeur. Donc, l'objectif général de toute cette manœuvre, c'est comme je le disais, de pouvoir modifier de façon fluide la version d'un item sans avoir besoin de passer par les attachments ou alors les pièces jointes qui sont gérées de façon native par SharePoint. Bon, OK. Je pense donc qu'en ayant dit cela, j'ai plus besoin d'avoir cet élément ici visible dans mon espace de travail. Je vais donc le supprimer. Je vais le supprimer pour le moment. OK, maintenant que c'est fait, c'est supprimé, je vais tout simplement à ce niveau-ci ajouter un autre élément pour faire une petite... bon, je vais laisser d'abord comme ça pour le moment. La disposition n'est pas vraiment le sujet de notre notre présentation. Donc ici, globalement, on a déjà fait enfin ce qu'on doit faire, c'est-à-dire la conversion de l'image dans sa base en base 64. Et l'étape suivante, ça se passe au niveau de notre workflow. Donc voici le workflow. Nous avons déjà créé un workflow pour notre TST Bootcamp PPF Cameroun. Euh, avec le trigger, lorsqu'un élément est créé, lorsqu'un élément créé, c'est un connecteur arbitraire que j'ai choisi. On aurait pu sélectionner un autre connecteur en fonction de ce que nous voulons faire. Je vais le connecter au site et donc nous connecter à la liste qui est Bootcamp Cameroun. OK. Donc, lorsque un nouvel élément sera créé dans cette liste-ci, mon workflow sera automatiquement déclenché et je vais donc entamer la suite d'opérations qui me permet donc, de récupérer la valeur textuelle de mon texte dans mon workflow et donc de le retransformer en image et et enfin de le faire apparaître dans mon document. La deuxième action qu'on voit ici, c'est un Populate et Microsoft Word Template. C'est une action premium de Office Online. Donc, si je viens ici ajouter une action et que je saisis Word Offline, Word Online, autant pour moi. Donc, ça se situe quelque part un peu en bas ici. OK. Donc, voici le connecteur. Comme on voit ici, le petit diamant, ça signifie que c'est un connecteur premium. Donc, c'est avec soit un compte Power Automate Premium, soit un compte Power Platform Premium que nous pouvons accéder à ça. Il existe d'autres connecteurs qui permettent en fait de remplir les valeurs dans un template d'un document, euh, d'un document, euh, d'un document Word. OK. Et enfin, on va créer le fichier. Il y aura des étapes intermédiaires qui vont s'ajouter ici. Mais avant d'y arriver, on va rapidement créer un petit template. Donc, il s'agit de voir comment est-ce qu'on crée un template d'un document Word pour ensuite pouvoir variabiliser son contenu.
Donc, je vais donc ouvrir Word tout de suite. Ok. Donc là, je suis sur mon interface Word. C'est du Word conventionnel. On ne va pas mettre beaucoup de temps sur la création du document, que dire, la disposition, je sais pas, des éléments graphiques. On va directement se concentrer sur un élément qui est l'option de développeur ici. Donc, c'est cette option qui va nous permettre donc de templétiser notre document afin de variabiliser son contenu. Pour le faire, il existe plusieurs contrôles qui vont correspondre aux différents types de métadonnées que nous pouvons remplir dans notre document Word. Par exemple, on a du texte enrichi, on a du texte simple, on a des images. Et ce qu'il faut noter par expérience, ou du moins actuellement, tous les contrôles présents ici et qu'on retrouve aussi au niveau des colonnes SharePoint ne s'affichent pas forcément. Ça veut dire quoi? Ça signifie que si je crée, par exemple, ici un contrôle de type checkbox et que dans ma liste, je crée, par exemple, une colonne de type choix, bon, c'est vrai que c'est un exemple pris comme ça au hasard, mais il existe en fait certaines métadonnées ou bien certains types de métadonnées qui n'apparaissent pas au niveau de notre template document Word. Donc pour ça, on utilise globalement les deux types de métadonnées, à savoir le contrôle de contenu de texte brut que je vais mettre ici. Je peux ajouter une valeur à l'intérieur. Je peux mettre là organisateur. Je peux le disposer tel que je veux. Petite astuce en passant, c'est souvent bon d'utiliser les zones les zones de dessin. Ah oui, bon, la zone de dessin ici, elle n'est pas sélectionnée parce que je suis à l'intérieur de ma métadonnée. Donc, les zones de texte, autant pour moi. Les zones de texte ici, là, en fait, c'est ça qui va permettre d'améliorer la disposition de nos différents éléments dans le document. Par exemple, cette zone de texte ici, je peux la déplacer comme je veux et faire des graphiques exactement comme je veux. Et là, donc, je peux déplacer la métadonnée à l'intérieur de sorte à pouvoir la disposer. Donc, c'est une petite astuce pour créer des documents un minimum bien fait. Donc, je vais prendre ici la métadonnée organisateur. Il y aura juste organisateur comme ceci. Donc, pour que ça ne fasse pas trop moche non plus, je vais encore ajouter une option de dessin ici où je vais dire, où je vais écrire le nom de l'organisateur. Donc, je vais mettre ici nom organisateur. OK. J'ai pas rendu. Donc, aucun contour, que ce soit ici ou là. OK. Donc, ici, on a notre métadonnée. Et lorsqu'on sélectionne, on clique sur notre métadonnée. Ici, on vient dans l'option développeur. On entre dans propriété. Ici, on entre le nom de notre métadonnée. C'est aussi très important de correctement nommer les métadonnées organisateurs parce que, en réalité, c'est ça qui va nous permettre de mieux variabiliser notre document lorsqu'on va le récupérer dans notre workflow Power Automate. Donc, je remplis cela. Et la deuxième métadonnée, je vais tout simplement ajouter ici un contrôle image. Donc, le contrôle image a été copié.
fichier, donc j'ai pas besoin de lui une deuxième fois. Donc, c'est comme je disais, image ici, j'ai un peu de mal à la déplacer pour disposer où je veux dans mon écran. Donc, si je veux disposer ça d'une façon un peu plus aisément, je l'ajoute dans une zone de texte qui ensuite me permettra de mieux déplacer mon contrôle dans mon document. Je vais rapidement passer cette étape-ci. J'ajoute mon image, je peux la resizer comme je veux. Voilà, et je viens dans les propriétés. Là, je vais juste saisir ici. euh, euh, je vais juste saisir ici image organisateur. OK. Bon, ceci n'est même pas, c'est pas obligé de saisir aussi. Ça va automatiquement prendre le même contenu qui se trouve au-dessus. Donc là, je peux déplacer mon image et le disposer comme je veux dans mon document Word. Donc, une fois que c'est fait, j'enregistre mon document. Je vais lui donner le nom PTC PPF. Donc, je lui donne un document, un nom arbitraire. Et puis, je vais... le voici. Copier le chemin d'accès dans le presse-papier. Je copie son chemin d'accès. Et je reviens dans mon environnement pour plateforme. Et dans cet environnement Power Platform-là, il est nécessaire de créer une bibliothèque, SharePoint ou bien un dossier dans lequel va être stocké le template de notre document que nous allons générer. Donc, je vais charger ici un fichier. Donc, j'ai son chemin d'accès dans le presse-papier. Il se trouve dans Unique document. Ça doit être ici. Non, bon, le document n'a pas été correctement enregistré, donc on va modifier son chemin euh, d'accès et son enregistrement. Ok, c'est fait. Bon, donc je vais retrouver mon document ici, c'est lui qui est Doc3. Et je vais charger mon document Doc3 au niveau de ma bibliothèque. Donc, le voici. Je retourne dans mon workflow et je vais tout simplement retrouver le site SharePoint dans lequel est stocké mon document, puis la bibliothèque de documents. La bibliothèque de documents, c'est bibliothèque Bootcamp. Et là, je pense que je vais trouver mon fichier doc3x. OK. Bon, une fois que c'est fait, je ferme l'action et puis je vais réouvrir. Et on voit ici qu'il y a deux métadonnées que je peux charger. Donc, la métadonnée organisateur et la métadonnée image organisateur. Et en réalité, c'est ici donc que je vais pouvoir variabiliser mon document. Donc, c'est à ce niveau-ci que je vais devoir ajouter, une fois que j'aurai retransformé en image le texte, en format division de mon image, je pourrais passer cela ici et je pourrais donc générer mon document. Donc, on avance. OK.
Ok, ce qu'on va faire donc, c'est qu'on va créer un nouvel élément et voir comment le stockage s'effectue au niveau de notre base de données. Et puis, on va faire un petit enregistrement ici et puis on va continuer au niveau du workflow. Donc, je vais créer un nouvel organisateur. Je vais dire, je sais pas, et là, je charge une image. Donc, je peux charger l'image que je veux. C'est là. C'est bon, c'est fait. Avant d'enregistrer, je voudrais faire afficher ici la valeur JSON qu'on aura. On aura ici du Address Block Manager. Soit c'est pas forcément la meilleure chose à avoir, mais bon, on va enregistrer comme ça. Donc là, je lance l'enregistrement. Voici ma personne X qui a été créée au niveau de ma liste. Si je clique encore sur cet élément, je vois les données qui sont chargées. Là, c'est bon. Au niveau de ma liste, si j'actualise, il doit y avoir un problème au niveau de connexion. Ok, ok, ok. Donc, voilà. Un petit élément à modifier ici. Ici, on se rend compte qu'on n'a pas réellement une valeur base 64 de notre image. Ce qu'on a par contre, c'est un peu comme une adresse de l'espace stockage, la RAM dans laquelle est stockée notre image, et cela est inexploitable. Cela est dû au fait que nous avons utilisé dans notre fonction la valeur du contrôle pour un média, et on va donc modifier ça. On va modifier cette valeur-ci et à la place, on va directement passer la valeur de l'image après qu'elle aura été modifiée. Donc, c'est image 1. On va ajouter image 1 par ici. Image 1.image. Donc, est-ce que cette fois-ci, on a la valeur bas 64? Très bien. Ici, vous voyez qu'on a la valeur en bas 64 de notre image. Donc, on se rapproche de notre objectif. Je vais charger cela et au niveau du SharePoint, je pourrais enfin avoir ici une modification de la valeur qui est au niveau de la colonne, au niveau de la valeur image. Donc, c'est donc cette chaîne de caractères que nous allons travailler dans notre workflow afin de retourner à partir de cette chaîne de caractères l'image qui a été chargée ici. Et ça nous évitera donc de passer par le array de pièces jointes qui est proposé par défaut dans l'environnement Microsoft. Donc, pour faire donc cette transformation d'image en texte, au niveau de notre workflow, il y a un ensemble de fonctions, principalement deux fonctions que nous allons écrire avec le langage PowerFX. Et bon, c'est là qu'il faudra être un peu attentif. Donc, ici, je vais appeler, premièrement, je vais appeler l'action compose. Je vais appeler l'action compose. Ici, je vais appeler cette action extraction du contenu de, disons, extraction du contenu. Donc, dans extraction du contenu, qu'est-ce qu'on va faire? Dans extraction du contenu, ce qu'on va faire, c'est que au niveau de notre image, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a un ensemble d'éléments. La première partie ici concerne l'extension et la deuxième partie ici, c'est le contenu et on a l'indication ci-bas 64 pour indiquer que c'est en fait un fichier en format bas 64. Donc, on doit extraire le contenu et ensuite, on doit extraire l'extension. Et c'est l'extraction de ces deux éléments-là qui permettra en réalité de récupérer ou bien de reconstituer
notre image de sorte à pouvoir l'injecter directement dans notre document Word Template. Donc, ici, ça se fait donc avec une fonction PowerFX. Et cette fonction FX, on va l'écrire comme ceci. On va dire que si, euh, si la colonne JSON image organisateur, JSON image organisateur n'est pas vide, alors on fait un ensemble d'opérations, sinon on renvoie une chaîne de caractères vide. Pourquoi est-ce qu'on met ça? On comprendra cela après. Donc, on va ici mettre if not empty. If not empty de quoi? Là, on va chercher la métadonnée JSON image organisateur. Cette métadonnée-ci. OK. Donc, if is not empty, variable, autant pour moi, notre métadonnée. Alors, on va tout simplement récupérer la sous-chaîne de caractères de notre image. Donc, la valeur texte qu'on passe en paramètre, c'est notre métadonnée qui est ici. Et ensuite, ici, on va passer, c'est quoi déjà? C'est l'index en réalité de la fonction qui va donner en fait le point à partir duquel on va récupérer la sous-chaîne de caractères. Donc, le point à partir duquel on doit récupérer notre sous-chaîne de caractères pour récupérer à partir d'ici, à partir de IV, donc c'est à partir d'après la virgule. Donc, on doit avoir l'index qui est l'index de la virgule plus 1. Pourquoi? Parce qu'on sait souvent que dans les systèmes informatiques, les chaînes de caractères sont parfois considérées comme des tableaux, comme des tableaux de caractères. Et de facto, les tableaux, généralement, on commence à compter par l'index 0. Donc, il va falloir ici que je fasse de l'index, une addition de l'index de la position dans ma chaîne de caractères, de la position de la virgule. Donc, je vais passer ma virgule comme ceci. Et là, lorsque je passe ma virgule comme ceci, je ferme index of se ferme ici. Et ensuite, je vais ajouter la valeur 1. Donc, attention aux parenthèses. Ici, on a la fonction add qui s'ouvre ici. On a la fonction index of qui s'ouvre ici. Donc, ceci-là doit se trouver à l'intérieur après le crochet. Donc, ma fonction index of ici va contenir ma métadonnée et ensuite je récupère la virgule. Puis, lorsque je ferme ici, je suis encore dans la fonction add et je vais passer ici la valeur 1 pour qu'on puisse ajouter 1 à l'index à la position de la virgule dans ma chaîne de caractères. C'est vrai que je pourrais aussi entrer en dur cette valeur-là. Pourquoi? Parce que l'extension ici, c'est l'extension PNG. Par contre, ce n'est pas forcément une bonne pratique d'entrer une valeur en dur parce qu'il existe des extensions qui ne s'écrivent pas en 3 lettres. Par exemple, on a des images en JPEG, on a des images je pense que c'est web, donc c'est WEP. Donc parfois, l'extension, c'est en 3 caractères, parfois c'est en 4 caractères. Et si on passe en dur la position de cette virgule, dans certains cas, notre fonction va cracher. Donc, c'est obligé de passer comme cela. Et là,
j'ai une parenthèse ici de trop. Et ici, je lui ai dit que si c'est que ce n'est pas vide, ce que je fais, c'est que je récupère la sous-chaîne de caractères. Et dans le cas où c'est vide, je vais passer une chaîne de caractères nulle. Donc, pour moi, ici, ça doit être une virgule. OK. Donc, ça, c'est mon expression que j'ai créée en PowerFX, qui est là. Mais ce que je recommande souvent, c'est de passer par l'initialisation d'une variable. On va initialiser une variable qu'on va appeler contenu, contenu image. Donc, je vais mettre le même nom ici, contenu image. Tac, tac. Et je vais ensuite sélectionner mon élément ici de type string. Et là, je vais passer ma fonction, je vais passer la métadonnée de l'image. Autre élément ultra important, c'est de passer une fonction JSON pour entourer cette image. Pourquoi? Parce que le fait de passer une JSON va faire en sorte que la chaîne de caractères, la valeur qui sera retournée ne contiendra pas les doubles quotes. Et si on a les doubles quotes, ça risque de casser un peu la structure de la réponse que notre compose ici va renvoyer. Donc, à ce niveau-ci, je vais remplacer par ma variable ici qui est variable contenu image. Je vais donc remplacer ça partout. Donc, je continue image, ensuite c'est écrit comme ça, minuscule. OK. OK. Donc là, on a extrait le contenu de l'image et ensuite, on va appeler un deuxième compose dans lequel on va faire l'extraction de l'extension de notre image. Extraction de l'extension de l'image dans laquelle on aura une formule un peu similaire, mais avec un peu de différence aussi. Donc, je vais tout simplement coller la fonction qui avait déjà été écrite et ensuite on va brièvement expliquer ce qui se passe ici. Donc, lorsqu'on veut extraire le contenu, lorsqu'on veut extraire, autant pour moi, l'extraction de l'image, on se rend compte que l'extension de l'image se trouve généralement entre ces deux points d'état, cet élément-ci et cet élément-ci globalement ne change pas. Donc, c'est entre ces deux points-ci et ce point virgule-ci. Si je parviens à récupérer la sous-chaîne de caractères qui est entre la sous-chaîne de caractères qui est entre deux points de data et le point virgule qui est avant base, donc je récupère tout ce qui est au milieu. Et c'est ce que notre fonction ici fait. On récupère la sous-chaîne de caractères à partir de notre contenu image. Fais attention à bien nommer notre variable, enfin notre fonction en fonction du nom qu'on a passé à notre variable. Je vais passer comme ceci directement pour essayer de gagner en temps. Donc, je récupère la sous-chaîne de caractères de mon contenu image à partir de l'addition de un sur la position du point virgule, c'est comme on a fait avec l'extraction du contenu, moins, c'est-à-dire je soustrais la position du point virgule à la position du deux points et je récupère la chaîne de caractères qui se trouve au milieu. Et c'est ça qui me fait ceci. Donc, je dis euh, moins la position du point virgule plus sur la position de notre deux points plus un. Donc, ici, on récupère dans la sous-chaîne de caractères, qu'est-ce qu'on récupère? Quelle est la taille de ce qu'on récupère? On va récupérer à partir, autant pour moi, on va récupérer à partir de deux points virgule, à partir de deux points, et combien de caractères est-ce qu'on récupère à partir de deux points?
on va récupérer le nombre de caractères qui correspond à la soustraction entre la position du point virgule et la position du 2 points plus 1. Donc, c'est ce qu'on fait ici. C'est ça qui nous donne en réalité l'extension de l'image. Troisième et dernière étape, on va construire ici, encore initialiser une variable. C'est déjà pratiquement à la fin du processus. Donc, je vais appeler cette image, cette variable body image et je vais l'instancier, je vais la créer de type objet. Et en la créant de type objet, euh, je vais passer un objet JSON. Et cet objet JSON-là correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à la structure des fichiers dans Power Automate en PowerFX. Donc, de façon globale, les fichiers sont constitués ainsi avec un attribut $content type et un attribut $content. Donc, au niveau de l'attribut $content type, je vais passer mon extension, mon extension ici. Et au niveau de content, je vais passer l'extension du contenu. Donc, c'est fait. Convention de nommage des actions sur Power Automate, body image. OK. Et là, je peux enfin entamer le remplissage de mon template. Donc, je remplis mon template avec les métadonnées au niveau de l'organisateur, je mets le nom de l'organisateur. Et au niveau de l'image, je vais dire que je vais mettre en réalité, vous voyez ici directement, l'image n'apparaît pas. Donc, je vais pour le forme de fonction et là, mon image apparaît body image. Donc, j'ajoute ça et c'est fait. Ensuite, je vais créer mon fichier dans le create file. Je vais créer toujours dans la même bibliothèque de mon bootcamp pour centraliser tous les travaux. Je vais nommer ça comment? Je vais appeler ça bootcamp PPF et je vais ajouter un élément qui va permettre à ce que aucun de mes fichiers ne contiendra jamais exactement le même nom. Parce que si je crée des fichiers dans une bibliothèque avec le même nom, automatiquement, j'aurai des erreurs. Donc, en ajoutant le UTC now, on ajoute en réalité dans notre chaîne la valeur unique temporelle dans le nom de notre fichier. Et là, j'ajoute l'extension .docs, vu que nous sommes en train de créer un document Word. Et enfin, au niveau de notre file content, je vais tout simplement passer le output de mon Populate Microsoft Template à ce niveau-ci. Donc, je pense que notre workflow a été créé globalement. C'est vrai que c'est un peu simpliste parce qu'il peut arriver des cas où en remplissant l'item, on ne remplit pas l'image. Dans ce cas, la valeur de l'image sera vide. Et donc, il faut considérer ça comme étant une exception et gérer cette exception-là. Et pour gérer cette exception-là, c'est simple. Bon, euh, c'est plutôt simple. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un objet avec une extension. On va appeler cette variable-là blank image. Donc, je vais initialiser ici une variable initialize variable. Je vais appeler cette variable ici la blank image. Blank image. Et au niveau de cette variable blank image là, je vais tout simplement construire l'objet d'une image blanche, c'est-à-dire une image transparente qui va refléter le fait de ne pas avoir chargé d'image. Donc, je reviens ici, je coupe ma structure, je passe là et à ce niveau-ci, au niveau de mon content, je vais directement passer image PNG. Voilà. Et ensuite, à ce niveau, je vais tout simplement récupérer le contenu, disons, d'une image blanche, ajouter là. C'est vrai que ça fait un peu sale à voir, mais ça ne dérange pas. Et enfin, à ce niveau-ci, je vais tout simplement écrire une condition qui dira que
Si la variable body image est vide, donc if empty, ou alors non, je vais pas passer if empty de body image, je vais passer par exemple par l'extension. Parce qu'on se souvient que notre variable body image, c'est un objet JSON et rien que les propriétés vont faire en sorte que la valeur ne sera jamais vide. Donc, je vais plutôt passer ici le résultat de l'extraction de l'extension. Donc, si c'est que cette extension est vide, alors on va passer notre variable blank image. Sinon, on passe notre body image. Donc, je pense que globalement, on a fait ce qu'on avait à faire en fonction des cas d'usage, en fonction des cahiers de charge. On pourrait ajouter des actions, envoyer des mails, créer des stockages, je ne sais pas trop quoi. Mais voici l'élément central que nous avons à effectuer. Donc, ici, on a une erreur, input required au niveau du compose 1. Il n'y a pas d'input. Ah oui. Je pense que notre fonction ne l'a pas enregistré. Donc, on va le faire rapidement. Extraction de l'extension de l'image. Donc, notre image, c'est contenu image. Voilà, on ajoute là, je pense que c'est bon. En fonction des cas, on aura besoin de convertir en document PDF. Donc, c'est pas la chose la plus compliquée. Il existe mille et une façons de convertir un document Word en PDF à partir du Workflow Power Automate, notamment en utilisant une action comme Convert Word ou PDF. Mais ça pourra être le sujet d'une autre présentation. On a déjà fait le plus essentiel. On va enregistrer. OK, notre workflow est enregistré. On va donc aller créer un élément pour pouvoir le tester. Donc, on revient dans notre application. On va créer un nouvel élément. Euh, on va appeler ça élément test. On va lui charger une image. Je pourrais lui passer cette image ici. Ensuite, je fais enregistrer. Donc, l'enregistrement se fait. Une fois que l'enregistrement s'est fait, mon élément test s'est enregistré ici avec succès. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier le lien de mon workflow pour pouvoir l'ouvrir sur un autre onglet en mode test. Cela me permet facilement de débugger en cas de bug, de savoir quels sont les inputs et outputs et pouvoir les modifier facilement. Donc, apparemment, il n'y a pas encore eu d'exécution de notre workflow. Donc, la plateforme, c'est bien ce connecteur qu'on a passé ici. Et il est bien allumé. Bon, je dirais qu'il a décidé de ne pas démarrer, certainement à cause de l'environnement sandbox que j'ai créé pour l'occasion. Donc, c'est pas grave. Euh, Donc, globalement, on devrait avoir un exemple ici pour Bon, est-ce que tu es positionné pouvoir sur la clôturer. bonne liste? Est-ce que tu es positionné sur la bonne liste SharePoint? On se bien vérifier encore. Donc, la liste SharePoint s'appelle
C'est ça ici, Bootcamp pour Mhm. plateforme. Et là, j'ai bien aussi OK. Bootcamp pour plateforme. Donc, il est possible que l'environnement est joué parce qu'en réalité, la conversion, la personnalisation d'une liste SharePoint en application, sous forme d'une application, fait en sorte que l'environnement par défaut, on va le voir ici, l'environnement par défaut, en fait, c'est dans l'environnement par défaut que la personnalisation se fait. Donc, OK. mon erreur a été d'aller créer le workflow dans l'environnement qui n'est pas essentiellement l'environnement de développement en réalité. Parce qu'on voit ici l'environnement Sandbox que j'ai créé ici. Et c'est dans cet environnement Value Service Default que notre application a été créée. Donc, quoi qu'il en soit, on va passer, je vais présenter un peu le résultat de ce à quoi ça ressemble dans un autre environnement de développement. Et donc, on pourra directement apprécier comment est-ce que cela se construit. Donc, là, je suis dans un workflow, dans un environnement client. Et je vais directement montrer un peu comment est-ce que ça réagit. Donc, je pense que c'est là. OK, donc je vais l'ouvrir en mode test. OK. Donc, globalement, on suit, c'est comme je disais, en fonction des cahiers de charges, on peut avoir différentes interprétations, différentes implémentations de la même structure, mais globalement, ici, on a aussi un document qui est généré, comme on peut le voir ici. Et si je fais afficher ici les inputs de notre document, notre template, on se rend compte que on a ces éléments-ci, Dynamic File, et vous rappelez que c'est exactement la structure de l'image qu'on passe à l'intérieur de notre document. Donc, c'est la structure de l'objet qu'on passe pour récupérer. On voit ça là un peu partout à l'intérieur de notre document. Et ces autres éléments, si Dynamic File avec des numéros, ce sont les autres métadonnées que nous avons créées dans le document. Et le résultat que nous avons est fidèle par rapport à l'image que nous avons enregistrée. Et c'est justement le bien fondé de cette méthode-ci. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de compression effectuée, que ce soit par SharePoint ou bien par quel autre système. Donc ici, je vais essayer de copier pour qu'on ait un exemple de document templatisé généré. OK. Donc, voici un peu un exemple de document. Vous voyez là, dans le document, on a un ensemble de signatures. Par exemple, quelles sont les personnes qui ont été présentes à telle réunion, nom et signature. On peut totalement numériser numériser ce système-là et de façon fiable avec une gestion de version. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une modification, toutes les modifications au niveau des images sont prises en compte. Donc, je pense que globalement, j'ai couvert les points que j'ai notés au niveau du PowerPoint. Et donc, s'il y a des questions, je suis ouvert. Sinon, c'était ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Alors, merci Yannick, c'était vraiment très intéressant, c'était très clair. Je ne sais pas si parmi les personnes présentes, est-ce qu'il y en a qui ont des questions. Oui, j'ai une question. Oui, Ok, d'abord, merci beaucoup pour ta présentation. C'était explicite. Vraiment, merci beaucoup. Donc, ma question, c'est au niveau de l'action qui a été utilisée, l'action qui était de type premium, en fait, pour oui. générer le document. J'aimerais savoir, c'est pour des questions de coût, hein, parce que face à des challenges, il y a des
des clients qui n'ont pas l'abonnement pour prendre des déclencheurs de type premium. Donc, dans ce genre de situation, est-ce qu'il existe d'autres alternatives où on peut se passer du déclencheur premium là pour pouvoir générer le document sans utiliser le déclencheur premium? Merci. Très bonne question. Malheureusement, actuellement, je n'ai pas encore trouvé de déclencheur gratuit, totalement gratuit pour effectuer le remplissage du template. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe plusieurs actions avec des coûts plutôt variés et aussi en fonction de la licence pour la plateforme de l'utilisateur ou du client, autant pour moi, on peut déjà avoir accès à certaines de ces actions. C'est-à-dire, on peut avoir un client qui a une licence pour plateforme premium et à partir de la Power Platform Premium, on a accès déjà au populé de Word Template. Donc, de façon totalement gratuite, j'ai pas encore trouvé. C'est vrai que ça peut exister, mais après les recherches que nous avons effectuées, on n'a pas trouvé un élément qui permet de remplir les templates. Ok, d'accord. Bon, maintenant, au niveau de la liste SharePoint que tu as géré, en fait, ce que je veux savoir, c'est à partir de c'est dans cette liste, tu as mis un exemple de template, en fait, si j'ai bien compris la présentation. Dans cette liste, en fait, il y a une liste et il y a une bibliothèque. Donc, c'est la bibliothèque qui est affichée ici actuellement avec le template que j'ai appelé Doc3. C'est ce qui est présenté là. Ok, donc, ouais. Ok, d'accord, c'est compris. Donc, c'est à partir de cette bibliothèque-là, on popule les informations, en fait. Exactement. Cette bibliothèque nous permet en fait de récupérer le template du document qu'on veut générer. Et une fois que c'est généré, le template, lui, il reste là. Et la bonne pratique même, c'est d'appliquer les droits dessus, de sorte à ce que personne en dehors du propriétaire du site ne puisse le supprimer. Parce que si quelqu'un parvient à le supprimer, le workflow ne le trouvera plus et ça va directement faire cracher l'exécution de notre workflow. Ok, d'accord. Bon, sur cette liste, moi, j'ai eu à faire j'ai eu à faire un truc pareil. Donc, je ne sais pas si, bon, je peux te l'expliquer, bon, rapidement, hein. À partir de cette liste, est-ce que c'est possible de modifier le template sans forcément aller dans l'application, en fait, en fonction des données qu'on envoie? De modifier le template du document, Oui, oui, parce que je oui, oui, comprends. Modifier le template du document sans passer par l'application Power App, c'est oui, ça? oui. OK. Euh, comment te répondre? Ici, en réalité, ce qu'on fait, c'est justement la tempétisation à partir des données qui sont dans une application. C'est ça qui est le cœur du métier. Cependant, il est effectivement possible, on peut très bien le modifier sans passer par l'application, simplement même en téléchargeant le document. Donc, je ne sais pas si c'est à ça que tu fais allusion, mais en téléchargeant le document, tu peux directement le modifier avec ton Word sur ton bureau et puis le charger encore. Mais sinon, s'il faut passer de façon variabilisée, ça peut être Power App, ça peut aussi être une autre source de données. Tu peux même carrément créer une API REST qui déclenche ton workflow. Il existe des actions qui permettent de déclencher le workflow lorsqu'on fait une requête sur une API. Et à partir de l'URL ou bien à partir du body de l'API, tu peux charger les métadonnées qui sont contenues dans l'URL ou bien dans le body à l'intérieur de ton template grâce à ton workflow. Donc, il existe plusieurs façons de faire la même chose, en fait. Ok, d'accord. Je crois que c'est bon pour moi. Merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va lever la séance.
en disant merci à tous ceux qui se sont joints à nous et un très grand merci à tous les intervenants, notamment Yannick et André. On espère qu'on vous aura dans nos prochaines sessions et que ceux qui ont participé aux différentes sessions puissent également nous soumettre des thèmes qu'ils souhaitent partager. Je suppose que parmi nous, il y a certes des débutants, mais je vois également des personnes qui ont de l'expérience dans la Power Platform. Donc, si vous avez des thèmes, des sujets